Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. 3 minutes 30 de folie à la Ravine. C'est Boutier qui va aller au bout. Il va aller au bout, Boutier. Aujourd'hui, Vannes est content, le club est content et je suis content. Salut à tous, bienvenue pour le 3e épisode de la saison. Jean-Luc Laurie, bonjour. Bonjour à tous. Juliette Micheneau, salut. Salut à tous. La rédaction de Ouest France est en place. Alors je me suis demandé au tout début si on devait faire cet épisode-là en anglais, puisque la semaine dernière, le coach de Provence, Philippe Saint-André, ancien sélectionneur des Bleus, a déclaré ceci. Bravo à ce public de Vannes, j'étais jamais venu ici, voilà. J'ai retrouvé mes années quand j'entraînais en Angleterre, faut les féliciter. On s'est fait applaudir, j'avais plutôt l'habitude de me faire insulter. Alors bravo aux supporters et ça tombe bien pour cet épisode puisque notre invité en fait partie, largement impliqué dans l'ambiance de la Rabine. On reçoit aujourd'hui Angélique Cadoret du Carlen Gwenet Brez Rugby Cup. Bonjour Angélique. Bonjour à vous. Tu t'occupes du pôle développement et images. On va revenir évidemment sur le Carlen Gwenet pendant cet épisode. On va parler aussi du match précédent et des prochains matchs. Rapidement pour revenir sur le Carlen, ça fait depuis novembre 2023 à peu près qu'il a vu le jour. Oui, ça fait depuis novembre 2023, on va dire officiellement décembre 2023, ils étaient 5 et maintenant on est pas loin de 400. Et donc ce qui marche plutôt bien avec la belle ambiance, on l'a entendu à l'instant, Philippe Saint-André, le coach qui a félicité. On reviendra évidemment tout à l'heure sur cette ambiance. D'abord, on parle de ce match, cette victoire 40-7, dur évidemment la Rabine pour Provence. C'est nous qui avons réussi à pénétrer dans l'enceinte, mais ils ont été gentils avec nous. Ils nous ont laissé ressortir sans trop nous taper dessus. Je sais pas si c'est une bonne idée d'insister. Ces Gaulois sont invincibles, ils sont gavés de potions magiques. On ferait peut-être mieux d'abandonner. Retour sur Provence, on a vu un feu d'artifice d'abord à l'entrée des joueurs et puis un feu d'artifice pendant le match avec le nombre d'essais. Est-ce que vous retenez, Juliette, Jean-Luc, un joueur en particulier, Jean-Luc ? C'est difficile de ne pas citer Enzo Benmegal, qui a inscrit son premier triplé chez les pros, même s'il en avait mis chez les jeunes a priori. Je pense que ça lui fait du bien, ça fait un moment qu'il n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer. On avait pu voir par bribes il y a 2 ans, mais pas trop l'année dernière, un peu ses qualités. Là, il en a profité pour concrétiser sur 3 contre-attaques, donc 3 contre-attaques un peu différentes en plus. Le premier essai, il se le met tout seul avec un long coup de pied à suivre où il fait jouer sa vitesse. La deuxième, il est au soutien d'un contre orchestré par Pedemonte et Thierry sur une perte de balle de Provence. Et puis le troisième sur une combinaison travaillée en touche avec une très belle passe de Mike Rourou un peu à l'aveugle et à l'intérieur. Et c'est lui qui est là pour conclure. Donc oui, 3 essais, c'est pas tous les week-ends que des joueurs mettent un triplé en championnat. Et puis cette vitesse aussi, la vitesse, la percussion, c'est ce qui manquait un petit peu au RC Vannes l'année dernière. C'est ce que Spitzer disait en tout cas l'année dernière. Il manquait du monde sur les côtés. Ouais, c'est vrai que le RCV a jamais eu vraiment de facteur X, même si l'an dernier, il y en a quand même eu un qui est parti à Bordeaux, mais Rayazi, pour le citer. Il y a eu Nathanaël Huleux il y a quelques saisons, qui avait quand même fini meilleur marqueur de Pro D2, 17 essais, je crois, de tête. C'est pas le point fort, les facteurs X au RC Vannes, ça depuis un moment. Je dis pas qu'Enzo Benmegal sera le facteur X de la saison, mais c'est une nouvelle arme, il est quand même jeune, il a 21 ans. Il débarquait il y a 1 an et demi au RCV en prêt du Racing avec Thomas Moukouro, les 2 jeunes parisiens qui arrivaient à Vannes. Il y a eu un petit temps d'adaptation, il l'a dit lui-même, il n'a pas eu sa chance l'an dernier en top 14, peut-être que le gap était un peu trop haut pour lui. Il a joué avec France 7 plusieurs fois l'année dernière. Ça lui a beaucoup appris de son aveu et de celui de Jean-Noël Spitzer. Il disait qu'en rugby à 7, on n'a pas le droit de se trouer, on n'a pas le droit de trahir ses copains, notamment en défense. Ça peut lui apprendre beaucoup. Et là, on l'a vu en attaque, évidemment, vendredi dernier, mais en défense aussi. Ça, c'est un point qui peut améliorer. Et on a commencé à le voir, en tout cas, vendredi. Angélique, est-ce que tu as retenu un joueur face à Provence ? Moi, je vais retenir Bouli. Évidemment, parce que le chouchou. 150e de Bouli avec les couleurs du RCV. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'unique à vivre. Et en plus, il marque un essai. Pour se faire plaisir. Donc je pense que là, c'était le combo parfait pour Bouli. Aussi pour lui remettre un petit coup de boost. On sait que
Et les touches à la Bouli seront toujours un atout pour le RCV. Il y a quand même Thierry qui est arrivé derrière aussi pour le compenser. Il avait besoin, je pense, d'avoir encore cet appui du public, encore plus. Et là, je pense que la Rabine était juste en feu pour son essai, pour son entrée. Voilà. C'est un joueur qui a marqué et qui marquera encore le RCV, j'espère encore quelques petites saisons. Voilà, il est sur la fin, mais voilà, ça restera quand même quelqu'un d'iconique pour le RCV, quoi. Comment tu expliques cette popularité? Parce que dès qu'il se lève du banc pour aller à l'échauffement, il y a déjà des boulis qui sortent des tribunes. Et puis quand il rentre et quand il marque, c'est la folie à chaque fois. Comment t'expliques ça? Je pense que c'est la bonhomie du gars qui fait que sur les réseaux sociaux, je repense encore à cette vidéo quand on a gagné la finale de Pro D2 dans le vestiaire avec son slip BZH en train de danser avec son masque de ski. Ça, c'est du Bouli tout craché. Juste pour la petite anecdote avec Bouli, lors du premier match à l'extérieur en top 14 l'année dernière, on lui a acheté le slip du Stade Français. Donc ça, c'était quand même très drôle. Il n'a jamais osé le porter. Il m'a dit non, je suis un petit peu timide. Donc ça, c'est ça aussi la Bouli touch, j'ai envie de dire. C'est ce côté très humain quand on le voit aux côtés de son gamin au RCV Asso. Il est aimé de tout le monde et je pense que c'est aussi pour ça. C'est parce qu'il il est authentique, ce gars. Il n'y a pas de filtre avec Bouli. Clairement, quand il a envie de passer un coup de gueule, il le passe. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter sur le terrain. Ça veut dire ses copains, que ce soit dans le pack ou sur des passes qui peuvent être hyper décisives sur des essais. Il est là. Il propose quelque chose. Donc c'est ça aussi pourquoi on aime Bouli autant dans le public, quoi. C'est un bon copain, effectivement. On l'avait reçu l'année dernière lors d'un épisode en public. Est-ce que toi, Juliette, t'as retenu peut-être un autre joueur? Je pense que, alors, il parlait pas de match référence, Jean-Noël. Je pense que quand même là, ils étaient tous à un super niveau. C'est le match le plus abouti. Et le match à 15, le premier à la Rabine à 15 en entier de la saison. C'est vrai que sur les 2 premiers matchs, ils n'ont pas pu vraiment s'exprimer parce que quand il manque un joueur et un 3/4 notamment, il y a moins de liaison derrière, évidemment. Mais là, ils se sont tous mis à un niveau vraiment de performance vraiment intéressant. Et il faut quand même aussi souligner qu'ils ont, dans l'état d'esprit, ils ont vraiment répondu au match hyper décevant à Mont-de-Marsan. Vraiment, il y avait des têtes vraiment pas contentes à la fin dans les Landes. Et là, ils ont répondu tous présents dans l'état d'esprit. Et ça, c'est globalement à souligner. On peut noter aussi peut-être c'est le deuxième essai avec Stevenson où il met le ballon en hauteur, il va tout seul comme un petit filou. Cet essai. Stevenson, c'est un des joueurs qu'on découvre là en ce début de saison. Le coach aussi, hein, il l'avoue, il le connaissait que par vidéo jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'il enchaîne, parce qu'il faut qu'il se montre, qu'on voit son jeu. Et pour l'instant, c'est hyper réussi. Je sais pas ce que tu en penses, Angélique, mais... Je pense que c'est un joueur qui peut plaire aux supporters aussi. C'est une très bonne recrue et sur le terrain, je pense qu'il a déjà montré déjà tout son potentiel, une partie du potentiel déjà. Et dans les recrues en fait qui ont été annoncées pour ce début de saison de Pro D2, je trouve qu'il y a quand même un très bon cru, quoi. Et ça se mixe bien entre, on va dire, les anciens du RCV et les nouveaux. Je trouve que ça a un très très bon groupe. Je trouve que l'ambiance a l'air hyper bonne. Et voilà, en plus là on a eu le retour de Pedemonte depuis quand même quelques mois qu'on l'attendait, donc là il a pas aussi je trouve qu'il a pas manqué son retour sur le terrain et il a vraiment aidé ses copains face à Provence, quoi. En plus c'était quand même un match hyper décisif pour nous, sachant qu'en décembre 2023 on avait perdu contre Provence à la Rabine, en plus avec un problème d'arbitrage, donc ça c'était encore autre chose. Mais voilà, je pense que c'était un match aussi qui était hyper attendu par autant les Provençaux, même s'ils sont pas venus cette année à la Rabine. Mais je pense que c'était quand même quelque chose qui était hyper important. Cette rencontre marquait, je pense que ça va être un peu comme Grenoble, quoi. Ça va être des affiches oui, de la c'est saison, des très beaux matchs hyper attendus de Pro D2, quoi. Et la fête était parfaite, et pourtant c'est pas un match référence, tu le disais Juliette, c'est Jean-Noël Spitzer qui l'a dit en conf de presse. Après, il joue finalement peut-être son rôle de coach. Je pense, oui, qu'il peut pas dire que c'est... Même pour Enzo, je lui ai demandé si c'était le match parfait pour lui. Il a fait avec son doigt, non, c'est pas un match parfait. Je pense qu'il en demande toujours plus. Et c'est son rôle, évidemment, de pas dire toujours quand c'est très bien et de dire, d'appuyer sur les points à faire évoluer, évidemment. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu Provence beaucoup dans la surface dans la partie de terrain du RC Vannes. Il y a quand même cet essai de pénalité qui a été
compliqué à comprendre finalement. Ouais, ça a été long à se dessiner, effectivement. Sur la première mi-temps, Provence a quand même était quand même dans notre camp et a quand même eu la possession, même s'ils ont eu du mal à s'approcher ou à rentrer dans les 22 mètres de Vannes, qui a super bien défendu pour le coup, et puis qui a profité par sa défense, qui a provoqué aussi les maladresses qui ont amené les essais de Ben Megal et de Stevenson. Il n'y a pas eu de trou d'air dans cette rencontre, et c'est plutôt encourageant. Après, voilà, faut éviter la surconfiance. Ben Megal, c'est encore un jeune gamin qui peut vite s'enflammer parce qu'il a mis un triplé. Donc, Spitzer le sait très bien que si on lui dresse trop d'éloges, il peut avoir tendance à faire moins d'efforts le match suivant. Donc, voilà, il est dans son rôle. C'est logique, mais c'était le premier bon match qu'on a vu cette saison, quoi. Même si à Brive, c'était aussi un bon match, mais dans des circonstances en infériorité numérique. Là, face à un gros adversaire, il fallait montrer que Vannes était un peu le patron, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, je pense. Jean-Noël disait quand même que heureusement qu'ils ont gagné. C'est ce qu'il nous disait en conférence de presse. Il y avait l'ambiance, il y avait un super public, il y avait un super adversaire, un arbitrage très bon, c'est ce qu'il a souligné. Donc il nous a dit, si dans ces cas-là, le RCV se sublime pas, on peut rien faire. En gros, heureusement, c'est un peu ces mots, heureusement que Vannes a sorti une performance comme ça. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour toute l'équipe. 5 points pour le RC Vannes pour ce match à la Rabine. Prochaine rencontre, c'est à Aurillac ce vendredi à 19h, direction le Cantal. On y va, on prend le bus. On peut y aller là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Voilà, c'était juste pour se faire plaisir et mettre cet extrait. Évidemment, 5e journée de Pro D2 ce vendredi à 19h face à Aurillac. Aurillac, c'est 2 défaites en 3 matchs, 8e au classement de Pro D2. L'idée, évidemment, pour le RC Vannes, c'est de continuer sur cette lancée. Oui, évidemment. Là, les conditions seront pas les mêmes. Je l'avoue, j'ai pas vu un match d'Aurillac cette saison, puisqu'on est au stade les soirs de match. On le sait, c'est toujours dur à Aurillac, même si la saison dernière, ils n'ont pas fait une saison top. Ils ont même joué le barrage pour éviter la descente face à l'équipe, c'était Chambéry, je crois, en national. Mais c'est toujours un déplacement compliqué. Alors, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'était souvent l'hiver que Vannes se déplaçait à Aurillac. Jean-Luc, tu peux nous en parler des conditions. Cette fois, c'est un peu plus tôt dans la saison. Est-ce que ça va changer quelque chose? On le verra vendredi, mais c'est jamais facile d'aller jouer à Aurillac. Aurillac, c'est un des... Je crois même que c'est le plus petit budget de Pro D2. C'est un club qui fait avec pas beaucoup et qui construit ses saisons sur les victoires à domicile. C'est-à-dire qu'en général, ils mettent souvent la grosse équipe, si on peut dire, chez eux, à Jean-Alric. Et à l'extérieur, ils font tourner. Donc, ils ont une pression très forte à domicile et ils n'ont pas le droit beaucoup à l'erreur. Et souvent, les grosses équipes se prennent les pieds dans le tapis. Alors, c'est vrai que c'est la première fois qu'on va visiter Aurillac au mois de septembre, donc je pense pas qu'on aura ni de la neige, ni du verglas, ni du brouillard, mais on sait jamais. Faudra passer la route Tulle-Aurillac pour voir comment ça s'annonce. Non, mais c'est une équipe qui a déjà gagné 2 bonus offensifs à la maison cette saison contre Carcassonne et Béziers. Alors c'est pas des cadors de la Pro D2, mais quand même. C'est une équipe qui habituellement se repose aussi beaucoup sur ses avants. Il y a une grosse filière géorgienne traditionnellement à Aurillac depuis plus de 10 ans, je crois. Et donc, c'est très, très costaud devant. Là, cette saison, ils envoient en plus du jeu parce qu'ils ont, comme je disais, ils ont récupéré les bonus offensifs. Et donc, ça va beaucoup plus sur les ailes. Donc, ça a l'air d'être une équipe complète à domicile. On verra ce qu'il en sera vendredi soir, mais il faudra être prêt, ça, c'est clair. Et ce sera forcément un gros match pour Aurillac. Le stade sera rempli, évidemment. C'est sans doute la plus grosse affiche de la saison. Sur le stade d'Aurillac, je ne l'ai jamais vu plein, mais peut-être que c'était parce que c'était en plein hiver. C'est pas un chaudron naturel, quoi, on va dire. Faut peut-être que les résultats, alors peut-être que les 2 premières Angélique prestations... est mort de rire. Tu connais bien le stade d'Aurillac? Je ne connais pas personnellement le stade d'Aurillac, mais oui, je suis totalement d'accord que le fait que Aurillac ne soit pas beaucoup plein, peut-être que là, voilà, avec l'attrait de Vannes, ça peut peut-être changer la donne. C'est un stade qui a une configuration un peu particulière. Il n'y a que deux tribunes qui se font face.
c'est vraiment on peut appeler un stade municipal, quoi. C'est vraiment, c'est un peu comme quand on va à Angoulême, quoi. Maintenant, Angoulême a un vrai stade avec des vraies tribunes, etc. Mais historiquement, Angoulême, c'était aussi des terre-pleins de terre sur les côtés et 2 tribunes qui se font face. Donc, c'est quand même assez drôle. Donc, là, nous, on a des supporters qui partent à Aurillac là, vendredi matin pour découvrir voilà, les terres du Cantal auprès des supporters aurillacois. Donc, ça va être un sacré challenge aussi pour les supporters d'aller... parce que d'habitude, on est en grand nombre et on nous entend beaucoup à la télé, même si on n'est qu'une centaine, entre guillemets, on entend quand même beaucoup les Bleus dans les tribunes. Là, ça va être un peu plus challengeant aussi pour eux. Ça va être challengeant pour porter l'équipe. On sait que c'est... maintenant, chaque déplacement pour les joueurs, ça va être aussi... On ne sait pas l'équipe à abattre, mais c'est presque ça. Donc, en fait, maintenant, tout le monde va mettre, on va dire, un curseur supplémentaire pour agir sur le terrain. Et le 16e homme est là aussi pour pousser les Bleus, même quand ils sont à l'extérieur. On a pu voir ce qui s'est passé à Mont-de-Marsan. Bon, c'est toujours un petit peu déceptif en tant que supporter quand il y a un match qui nous échappe. Bon, même là, si ce n'était pas non plus le match du siècle à Mont-de-Marsan, hein, mais bon, bref. Donc là, il y a aussi une attente supplémentaire pour les supporters pour que le match soit quand même assez beau, assez traditionnel, donc dans les terres du Cantal, quoi. Ça va être sympa. Bon, on a envie de savoir si ce stade sera plein ou pas. On verra. Rendez-vous dans 15 jours. C'est ça. On verra vendredi, ouais. Ce sera un gros sujet dans 15 jours, évidemment. Juste pour revenir sur ce match et le RC Vannes, donc retour de Lafage et Sailly, ça c'est quand même de bonnes nouvelles. Oui. Francis Sailly donc, a purgé sa suspension après son carton rouge à Brive lors de la première journée. Il va pouvoir reprendre un carton rouge. J'espère pas quand même parce que... Ouais, il faut que ça lui serve de leçon quand même. Ça commence à faire. Il a suivi le processus aide contact qui est un peu un cours de rappel, on va dire, un cours de rattrapage pour savoir comment bien faire les plaquages, etc. Ce qui lui a permis de réduire d'une semaine sa suspension encore et donc d'être qualifié là pour ce match. Après, Francis Sailly, il a 35 ans et à mon avis, il ne va pas changer de mentalité comme ça. Il faut juste qu'il se canalise en début de match, mais je pense qu'effectivement, oui, il aura, j'espère en tous les cas qu'il aura retenu la leçon. Et puis Max Lafage, oui, qui est de retour aussi après 2 semaines d'absence des terrains pour accueillir un heureux événement. Donc voilà, ça va faire du bien aussi à l'équipe de retrouver le patron. Tu as été en conférence de presse cette semaine, Jean-Luc. Il y avait notamment Jérémy Davidson, le nouvel entraîneur des Avants, qui retrouve son ancien club. Qui est très heureux de retourner à Aurillac. Il y était à la fin des années 2000. Il a quand même réussi à emmener cette équipe en finale de Pro D2 et en phase finale avec ce qu'il nous disait à l'époque. C'était comme maintenant, ça n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire que pas beaucoup de moyens. Donc on s'appuie sur la filière géorgienne, comme je disais tout à l'heure, et puis surtout sur un centre de formation aussi. Faut pas oublier qu'Aurillac a été champion de France chez les Espoirs en battant Toulouse en 2022. Donc ça veut dire que ça travaille bien au niveau de la formation et c'est ce qui leur permet chaque année de sauver le petit Hugoson là, qui était demi d'ouverture chez eux l'année dernière, qui est parti au Racing et qui fait les beaux jours du Racing là, depuis le début de saison en top 14. Donc voilà, ils sortent des pépites, ils s'appuient sur leur formation et sur quelques étrangers expérimentés. Donc, comment il voit lui ce match ? Il le voit, on lui disait c'est mieux d'y aller en septembre. Il disait oui, sauf qu'ils ont fait 2 bonus offensifs chez eux, donc je ne sais pas si c'est la meilleure période pour aller les visiter. Non, il sait très bien que voilà, c'est une équipe à domicile qui va se transcender de toute façon comme elle le fait, qui va se transcender d'autant plus parce que c'est Vannes qui arrive, qui va vouloir aussi s'étalonner sur un adversaire d'un autre calibre que Carcassonne et Béziers, les précédents adversaires. Et que de toute façon, il faudra être fort sur les fondamentaux, c'est-à-dire toujours pareil, la conquête, l'engagement, l'intensité, en disant que s'il y avait le même comportement qu'à Mont-de-Marsan, il y aurait la même sanction qu'à Mont-de-Marsan de la part de son équipe. Donc voilà, je pense qu'ils ont eux aussi retenu la leçon d'il y a 15 jours et ils savent qu'ils arrivent dans un terrain un peu
miné, quoi, on va dire. C'est toujours un piège. C'est toujours un piège, Jean Alric, ouais. Cette saison, de toute façon, le RC Vannes sera attendu partout. C'est les stars du championnat. Toutes les équipes vont tenter de taper celui qui est descendu de top 14. Quoi. Je pense qu'ils sont attendus partout. Et donc, il faut s'attendre peut-être à des finales, je ne sais pas si c'était le mot, mais 30 finales la saison. C'est ce qui avait été annoncé d'ailleurs à la descente de top 14. Mais c'est marrant parce que Oyonnax n'a pas eu du tout le même accueil. L'année dernière, quand ils sont descendus de top 14, ils ont été moins la bête à abattre que Vannes cette année en Pro D2, quoi. Donc c'est quand même très très drôle. Aurillac, RC Vannes, en tout cas c'est ce vendredi à 19h, on l'a dit Angélique, il y aura quelques supporters à Aurillac du Kerlen, le Kerlen qui a vu le jour donc en novembre 2023. J'ai d'abord envie de revenir moi sur le tifo, ça a été la grande nouveauté. Alors c'est la nouveauté 2024-2025. Ah déjà ? Ouais. Ça fait quasiment, j'étais persuadé que c'était... La première fois, c'était pour le dernier match, les au revoir de Sacha, non ? Sacha Valo. J'ai l'impression que c'était ce match-là. Et on s'était dit, ça c'est drôle, hein, le fan de foot qui part sur un tifo au RC Vannes à la Ravine, c'était une super image. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Peut-être que je me trompe d'un ou deux matchs, mais c'est ce souvenir-là en tout cas. Alors, de mémoire, je crois qu'il avait été monté avant. On a eu des soucis climatiques l'hiver. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait pas pu le monter avant. Nous, on est accompagnés par un des partenaires du RCV. En fait. Nous, on travaille aussi avec les partenaires du RCV. On n'est pas là pour faire concurrence à qui que ce soit. Donc, on travaille beaucoup avec les équipes, le staff du RCV pour trouver aussi des animations, des partenaires, etc. Et donc, ATC était... donc le partenaire qui nous a accompagnés sur le tifo. Donc nous, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Hein. Nous, on voulait lancer une animation et donc cette entreprise de Plougoumelen nous a dit moi, je peux vous faire un tifo poutré. Pardon, mais c'est quoi ce truc? Donc, il nous explique un peu à quoi ça va ressembler. Donc, ça, c'est pas sur les gens, c'est vraiment en bordure de tribune. Et on va le centrer entre vos deux escaliers, l'escalier 9 et l'escalier 10. Et par contre, il va falloir créer tout le design. Et vous avez 4 jours. Ok, c'est super. Donc, on a travaillé avec Gwendal et Valentin de l'équipe de com du RCV. Et donc, moi, n'étant pas graphiste, donc il fallait trouver quand même quelqu'un qui nous design ça. Donc, j'avais des attentes en disant j'aimerais avoir des lignes, j'aimerais avoir une hermine, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que l'hermine du tifo est devenue par la suite le logo de la Kerlen. Donc, on avait un logo historique qui était plus maritime. Et donc là, moi, je trouvais que l'hermine, ça ressemblait vraiment à Vannes. En fait, c'était vraiment l'emblème de Vannes. Elle était rugissante, elle était sympathique, mais quand même hyper féroce. Et donc, c'était ça aussi qu'on voulait faire ressortir de l'ADN de Vannes, que ce soit sur le terrain ou aussi en tribune. On est là pour s'amuser, mais il y a quand même des enjeux derrière. S'il y a besoin de siffler de temps en temps, même si ce n'est pas forcément l'ADN des supporters de Vannes, on ne se laissera pas faire non plus si nous, on juge qu'il y a des fautes sur le terrain. Donc on supportera notre équipe jusqu'au bout. Donc si on voit aussi que les joueurs s'animent un peu sur le terrain, on ira aussi pousser dans le public pour qu'il y ait un arrêt de jeu. Peut-être pas autant que la dernière fois, il y a 2 matchs. C'est un peu long. Voilà. Je vais pas spoiler Urios, mais bref, voilà. En gros, ça venait de ça. Un petit peu le tifo, c'était créer une animation en tribune au-delà des drapeaux. Et donc, je pense qu'on a notre image qui est véhiculée partout, maintenant, partout en France, quoi. C'est vrai, une image, une identité. Il y a ces têtes géantes aussi, ça, j'adore. Il y a une histoire aussi avec Jean Lassalle dans le train. Ouais, les têtes, en fait, j'ai eu l'idée quand je regardais les images des Jeux Olympiques. Et je me suis dit, ça va être trop cool de faire ça. Alors, personne ne me suivait. Hein. On m'a dit, non, mais c'est même pas un rêve, on va pas faire ça coûte cher. Je fais oui, mais en même temps, pour créer de l'animation, il faut de toute manière investir un peu de sous. Donc, on a travaillé, les premières têtes, c'était donc journaux. Donc, on en a 5 en plus petit format. Et on a trouvé un prestataire du RCV pour faire les grandes têtes des joueurs. Donc, on avait imprimé au mois de mai pour le match face à Pau les 50 têtes des joueurs. Et on a fait l'entrée avec les 50 têtes géantes. Donc, il y a les parents de Stéphane Vardijk qui sont repartis avec la tête de Stéphane. Donc, c'est très drôle. Et donc, là, le but, c'est d'offrir aux joueurs qui sont partis du RCV et qui sont reclassés dans d'autres clubs. Leur tête. Donc, offrir au club des supporters la tête.
Donc là, par exemple, au mois de novembre, je pars en road trip avec la tête de Thomas Moukoro jusqu'à Lyon. Donc, je pars en train avec lui. Et donc, pareil, c'est pour faire le parallèle avec Jean Lassalle qu'on a découvert dans le train quand on allait au match face à Toulouse. Donc, j'ai fait le road trip avec Jean-No. Et donc, on croise à Paris Jean Lassalle qui nous vient nous tchatcher avec une autre supportrice. Et donc, je me suis dit, mais ça, c'est pas possible, on peut pas les passer à côté. Laisser passer, ouais. Voilà, il raconte tout l'historique de son fils dans les clubs de rugby, tout son amour du rugby, son amour de Vannes aussi, en nous disant, mais de toute façon, vous inquiétez pas, vous resterez en top 14. Pas rester, il est pas si devin que ça, Jean Lassalle. Mais en tous les cas, c'était. Il connaissait le club quand même, quoi, oui. Ah, mais oui, mais Jean-No, quand il a vu la tête de Jean-No, il dit, ah putain, c'est Spitzer. Et il pensait que j'étais la fille de Spitzer et l'autre supportrice, c'était la femme de Spitzer. J'ai fait, ah, pas du tout. Et donc, on a eu l'idée d'envoyer la photo aux rédactions et ça a pris et c'était très drôle, quoi. Quel souvenir vous gardez de cette saison passée, là où... Alors, c'est vrai que les matchs étaient le week-end, donc c'est plus facile, je suppose, pour s'organiser, mais il y a eu des colonies impressionnantes. Moi, j'ai le souvenir du Racing, par exemple, mais il y a eu Bayonne, il y a eu Bordeaux aussi, où j'étais. Enfin, quel est, vous, le point d'orgue de cette saison ou le souvenir, s'il fallait en sortir un? Alors, je pense que le dernier match face à Bordeaux, c'était quand même assez historique en nombre de places vendues. Parce que pour la petite histoire, quand le club est monté en top 14, le RCB nous a proposé de gérer les billetteries des matchs en extérieur. Donc en fait, on a eu des flots de demandes par mail. Tiens, j'aimerais aller à La Rochelle, j'aimerais aller à Bordeaux, j'aimerais aller à Clermont, etc. Donc il a fallu gérer et canaliser toutes les demandes qui étaient entrantes. Et je pense que Bordeaux, je crois qu'on avait 700 places ou en place, un truc comme ça, c'était assez colossal. Et donc, on a tout envoyé par mail, toutes les places individuellement. Donc, le Xavier, qui était en charge de la billetterie, est devenu un véritable expert. Et donc, quand il a fallu faire toute cette entrée, avec déjà à Chabon, ils rentrent par où les joueurs? Ah, par là. Ah bah par là. Bah non, en fait, on savait jamais. Donc, je mettais des pins GPS aux gens en disant, on se retrouve là. En fait, c'était pas là. Et c'était quand même une marée humaine assez colossale, avec beaucoup de fumigènes. J'adore les fumigènes. My bad, c'est moi qui adore foutre du bleu partout pour l'entrée des joueurs. Mais je pense que le plus beau souvenir, c'était à Bayonne, parce c'était la première fois qu'on chantait un nouveau chant lancé et initié par Claude, qui est la mascotte, je pense, de la Carlène et du RCV. Ce bel homme en kilt avec le grand drapeau. On a scandé le nouveau chant, on est là, supporter du RCV, on est là. Et en fait, les joueurs sortis du bus se sont arrêtés, nous ont filmés avant de rentrer. Ils sont restés stoïques en mode, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? C'est pas possible. Et il y en avait que pour nous, en fait. Clairement, il y avait du bleu partout, il y avait cette chanson, il y avait les grosses têtes, et il y avait les joueurs qui ne bougeaient pas. Donc, je pense que là, c'était quand même un très très beau moment de partage entre les joueurs et nous, quoi. Comment est né ton amour du RC Vannes? Depuis combien de temps tu suis ce club personnellement? Alors, je suis vantaise, mais j'ai quitté Vannes il y a très longtemps. Donc, je gardais quand même, on va dire, une attache particulière au RCV, même si je ne pouvais pas tout suivre. Quand j'habitais Paris, j'étais plus proche du Racing. Maintenant, je préfère quand même le RCV. Quand même. On ne le répétera pas. C'est comme le club Doré. C'est des clubs qu'on a envie de suivre, c'est des clubs qui ont une vraie identité. Il y a un vrai attachement au beau jeu sur le terrain. Et je pense que c'est ça aussi que les gens viennent chercher. Une autre question, on sait que la Rabine, c'est compliqué d'avoir des places, évidemment. Est-ce que certains supporters se disent, tiens, je vais faire le déplacement avec les supporters pour pouvoir voir le RC Vannes? Alors, on a beaucoup d'abonnés, d'adhérents qui ne sont pas abonnés. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui usent plutôt des matchs en extérieur pour pouvoir voir le RCV. Parce que nous, même, on n'a pas ce pouvoir d'avoir un quota de place illimité à la Rabine. Donc oui, ça c'est clair que les gens préfèrent... là, par exemple, j'ai déjà pas mal de demandes pour Dax, par exemple. Il y a pas mal de Brive. On était, je sais pas combien, je crois qu'il y avait un bus qui est parti à Brive, plus toutes les voitures annexes. Donc oui, on était... il y a quand même
des déplacements quand même qui sont hyper intéressants, même si ça vaut pas, entre guillemets, le spectacle du top 14 avec les grands stades, etc., les stars dans toutes ces équipes. Mais dans tous les cas, les gens ont besoin d'aller voir le RCV en dehors que la télé, quoi. C'est quoi la prochaine nouveauté du Carlen ? Alors ouais, on est en train de bosser avec des anciens joueurs sur un water rugby. Donc ce serait pour le printemps, début de l'été prochain, quelque part sur le port ou de... Ah ouais, alors on adorerait que ça soit imminent à la fin de la saison prochaine, on va dire au mois de juin ou au début juillet, pour copier un peu ce qui a été fait aussi à Toulouse cette année, quoi. Donc ouais, ça serait une bonne date en tous les cas. Une bonne idée à suivre, évidemment. On en reparlera. Merci en tout cas, Angélique, d'être venue dans ce podcast. Eh ben, merci à vous de m'avoir invité. On a passé un bon moment, j'ai l'impression. Pas de déplacement à Aurillac pour toi ce week-end, si ? Non, malheureusement. Le travail avant tout. Le travail avant tout. Aurillac, RC Vannes, c'est vendredi à 19h. Une dernière info, on peut peut-être en parler rapidement. Un Vannes Grenoble, un dimanche soir, on en parle un petit peu, on ne sait pas trop. En tout cas, il y aura un match de Pro D2 le dimanche 16 novembre. 16 novembre, ouais, c'est un match du 15 de France, si je ne me trompe pas. Ouais. Non, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, bien sûr. Ni top 14, évidemment, je me trompe. Et donc la Pro D2 sera mise à l'honneur, un peu comme ça avait été fait en tout début de saison. Vannes avait joué un samedi soir contre Brive. Donc là, peut-être... En tout cas, c'est l'affiche de ce qu'on voit du calendrier, ce serait l'affiche de la journée. Je me demande même s'ils n'ont pas prévu que c'était Vannes Grenoble, un match de Pro D2 ce week-end-là, parce qu'il y avait Vannes Grenoble dans le calendrier. Enfin, tout se goupille bien. C'est le relégué contre le dernier finaliste. C'est la revanche de la finale d'il y a 2 ans. Les 2 équipes sont déjà dans le top 6. Canal sait que si le match est à Vannes, les tribunes seront pleines, et pour le spectacle, c'est forcément mieux que d'avoir un stade à moitié vide. En même temps, avec Vannes, en tous les cas, ils ne se mouillent pas beaucoup. Oui, non, mais c'est ça. Il n'y a pas de risque à prendre. Ils ne prennent pas beaucoup de risques, donc je ne vois pas quel autre match pourrait être le dimanche soir. Après, voilà, on n'en est pas encore là, et je ne suis pas dans le secret de la programmation de Canal ni de la LNR, mais il faut s'attendre à ce que ce soit le Vannes Grenoble qui sera le dimanche soir. Oui. On en reparlera évidemment. En tout cas, c'est d'abord Aurillac RC Vannes ce week-end, c'est vendredi à 19h. Merci Juliette, merci Jean-Luc, merci Angélique. Et puis on passe le bonjour au Carlen Gwened. Eh bah ouais, allez. Merci beaucoup, à bientôt, à tous. et bon match. Salut. Bye bye.